Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Alors Essar, nous sommes arrivés au 26e CITREP, nous sommes le 2 octobre 2017 et l'actualité, comme toujours, est assez chargée, hein, mais on va quand même focaliser notre attention sur deux éléments. Mhm. Il y en a un que je vais aborder dans quelques instants, c'est le discours du chef de l'État français Emmanuel Macron concernant en particulier la Syrie. Un discours qu'il a fait devant les ambassadeurs il y a quelques semaines, hein, les ambassadeurs français, qui donne d'ailleurs un ton résolument colonialiste, contre maintenant, depuis plusieurs dizaines d'années, une Syrie indépendante, souveraine, qui se défend contre des attaques terroristes, dont la France n'est pas nécessairement, je dirais, innocente, hein, dans ce domaine. Hein. Mhm. J'évoque d'ailleurs directement les propos de Hollande rapportés par un journaliste français qui a livré des armes à la soi-disant opposition syrienne, hein, qui, sont, Tout euh, à fait. qui sont des terroristes. Et puis on rappellera juste un instant le bon travail, le bon boulot du Front Al-Nosra par Dixit Laurent Fabius, hein, ancien ministre des Affaires étrangères française. Et puis on va évoquer à travers le référendum organisé bizarrement dans le Kurdistan, au sein du Kurdistan irakien, et surtout ses répercussions, ou en tout cas il s'agirait peut-être même probablement de la réponse américaine et israélienne à la défaite de Daesh et du front démocratique syrien, enfin soi-disant démocratique et syrien, à Deir ez-Zor. Donc on va évoquer cette situation à Deir ez-Zor qui comporte quand même une menace très grave d'une confrontation potentielle directe entre les forces russes et les forces américaines. Alors, dans un premier temps, Mhm. je vais vous lire la déclaration du putatif président français devant les ambassadeurs français il y a quelques semaines. Un texte que j'ai récupéré d'un article et d'un commentaire de Comaguer, rapporté par Mhm. le comité Valmy le 20 septembre dernier, dont je laisserai un lien hypertexte pour sa lecture complète dans la description de la vidéo. Alors voilà, les propos tenus par Emmanuel Macron concernant, entre autres, et plus particulièrement la Syrie. Deux grandes zones concentrent aujourd'hui nos efforts dans la lutte contre ce terrorisme. La Syrie et l'Irak d'un côté, la Libye et le Sahel de l'autre. Dès son extension en Syrie et en Irak, Daesh a commencé à planifier des attaques contre nos intérêts, contre nos vies, notre peuple. Oui, Daesh est notre ennemi, le retour de la paix, la stabilisation de l'Irak puis de la Syrie sont à cet égard une priorité vitale pour la France. C'est pourquoi nous devons contribuer à enclencher en Irak à certains égards, comme en Syrie surtout, une transition politique inclusive où les populations seront justement représentées et nous investir dans la reconstruction de ces deux pays. Alors rien que déjà ça, là, y a des choses à dire. Hein. En Syrie, nous devons Mhm. terminer la guerre. Dans ces deux pays, nous devons gagner la paix. Pour la Syrie, c'est à cette fin que j'ai souhaité, dès le mois de mai dernier, que Mhm. nous puissions changer de méthode. Oui, c'est ça. Mhm. Le Mhm. processus d'Astana nous avait mis à l'écart du règlement de ce conflit sur le plan de la désescalade militaire, en instaurant un dialogue exigeant avec les Turcs, les Iraniens et les Russes. Nous avons pu faire avancer concrètement la situation. D'abord en définissant un objectif et une priorité communs, vaincre les terroristes et reconstruire la stabilité de la Syrie. Ensuite, en fixant des lignes rouges. La première est la fin de l'utilisation des armes chimiques et nous avons, je dois le dire, depuis notre échange de Versailles, obtenu avec les Russes des résultats concrets sur ce point. La seconde est celle des accès humanitaires dans les zones de conflit, conscient des risques qui subsistent en particulier sur ce dernier point, j'y resterai très attentif.
Enfin, nous avons pris l'initiative d'un groupe international de contact associant les principaux acteurs engagés en Syrie, désormais accepté par nos interlocuteurs. Ce groupe permettra de donner une nouvelle impulsion au processus piloté par les Nations Unies. Les efforts de Jean-Yves Le Drian en particulier permettront à ce groupe de devenir opérationnel lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre. Il va de soi que la reconstitution, un jour d'un état de droit en Syrie à laquelle la France et l'Europe apporteront leur contribution devra s'accompagner de la justice pour les crimes commis, notamment par les dirigeants de ce pays. Fin de citation. Alors, bon, en fait, moi d'abord, je pense que c'est un discours effectivement parfaitement colonialiste et qui représente des velléités de domination qui n'ont pas lieu. La Syrie est un pays souverain, est un pays indépendant et souverain et n'accepte aucune ingérence dans ses affaires. Ça, c'est un premier point. La Syrie n'arrête pas d'ailleurs de le répéter depuis le début et la France n'arrête pas de s'ingérer depuis le début d'ailleurs, soit en disant Assad doit partir ou pas, en soutenant réellement aussi des partis ou une opposition entre guillemets soi-disant du pays, mais qui est aussi une opposition qui est à la solde des Français, des Britanniques et des Américains. Donc ce sont des gens qui sont plutôt des agents de l'étranger et des agents atlantistes, je dirais, des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, plutôt que des citoyens syriens. D'ailleurs, je ne peux pas dire que ce sont des citoyens syriens lorsqu'il y en a qui appellent Obama à bombarder la Syrie. oui. Bon. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, le fait, la France essaye donc de se positionner. Maintenant que la Syrie gagne et triomphe sur le terrorisme, n'empêche que la Syrie a toujours appelé tous les pays qui veulent lutter contre le terrorisme de coordonner avec elle et qu'elle était prête à coordonner avec tout pays qui veut vraiment lutter contre le terrorisme. La France n'a pas trouvé mieux que de s'unifier ou de s'allier à la coalition qui est sous la direction des États-Unis, qui est une coalition qui agresse la Syrie dans la mesure où elle ne coordonne pas avec l'État syrien d'un côté, de l'autre côté, il bombarde des territoires d'un pays souverain et indépendant, et d'un troisième côté, ils soutiennent aussi des factions de ce pays, donc puisque la France soutient les forces dites démocratiques syriennes, qui sont les forces kurdes, et tout en déclarant quand même qu'ils sont contre le terrorisme, qu'ils sont contre Daesh, et qu'ils sont... je rappelle quand même que la France a soutenu et continue à soutenir Al-Nosra, Oui. qui est quand même déclarée comme une organisation terroriste, déclarée à l'ONU comme telle et reconnue par tous les pays comme telle. Et la France, qui dans ses déclarations politiques officielles et diplomatiques, qui ajoute et agite le fait que Al-Nosra fait du bon boulot, que le président Assad n'a pas le droit de vivre, que ceci, que cela. Donc ça, c'est une ingérence manifeste d'un côté dans un pays souverain, et de l'autre côté, une agression réelle contre la Syrie. Et ils sont de fait aussi main dans la main avec les agresseurs premiers de la Syrie, qui sont les Américains et les Israéliens, disons-le. Donc, c'est vrai que la France essaye de se donner un masque, encore une fois, antiterroriste, mais c'est la France qui a aussi
soutenu ces terroristes pendant ces années. Oui. Je voudrais quand même dire que la France n'a jamais reconnu qu'il y avait une présence terroriste en Syrie. Ils appelaient ça toujours une opposition syrienne, une opposition modérée, une opposition, etc. Et que c'est seulement en 2014 qu'ils ont commencé à accepter l'idée de parler de terrorisme en Syrie. C'est quand le terrorisme a touché la France qu'ils ont commencé à parler de terrorisme en Syrie. D'ailleurs, je rappelle qu'ils soutenaient ces fameux djihadistes comme étant des forces démocratiques, hein, alors qu'ils avaient fait une expédition au Mali contre les mêmes djihadistes, hein, à tel point que un journal qui n'a rien de révolutionnaire, comme Le Point, qui a fait de sa page de garde la question, alors les terroristes qu'on soutient, ils sont révolutionnaires en Syrie et ils sont terroristes au Mali. Enfin, c'est quelque chose les deux soutenus par le Qatar d'ailleurs. Et on peut ajouter l'Afghanistan aussi pour les Américains. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc franchement, c'était tout à fait risible, hein, je dirais. Mais bon, aujourd'hui, la France essaye de se rattraper. Quand Macron évoque la reconstruction de la Syrie et de l'Irak, il ne cache pas son intérêt pour avoir quelques contrats pour la reconstruction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il reconnaît le fait accompli que Daesh a été défait par l'État syrien, que l'État syrien continue et il s'est opposé et a gagné et triomphé contre ce plan ou ce complot terroriste de partitionnement de la Syrie et puis de destruction de l'État syrien. Donc ça, c'est aussi un deuxième point important à souligner. Et en fin de compte, dire aujourd'hui, nous veillons quand même à ce que la non-utilisation des armes chimiques, faisant croire que la Syrie les a utilisées ou que la Russie les a utilisées, c'est encore une fois continuer et persister dans le mensonge et dans la comment dire, dans le cynisme, transformation des événements et dans une lecture qui est toujours agressive des événements, qui cherche à retourner les crimes des terroristes contre l'État syrien, en fait. Oui, parce que de multiples fois, les terroristes, Daesh, ont utilisé l'arme chimique contre les forces syriennes, loyalistes, et à aucun moment la France, les États-Unis, l'Angleterre et tutti quanti n'a élevé la voix pour dénoncer ça. C'est systématiquement faire du bruit médiatique quand l'armée syrienne était soupçonnée seulement d'avoir utilisé ces armes chimiques sans la moindre preuve et surtout sans le déplacement des enquêteurs de l'OIAC, qui est donc l'organisme qui vise à surveiller l'interdiction d'utilisation des armes chimiques. Mieux encore, ils se sont opposés à ce qu'il y ait une commission d'enquête à Khan Sheikhoun, d'un côté. De l'autre côté, à Khan al-Assal, en mars 2013, lorsque la Syrie a demandé tout de suite la commission d'enquête, ils ont aussi cherché à la retarder au maximum et cette fameuse commission n'est arrivée qu'au mois d'août. Et au mois d'août, ils ont provoqué avec leurs amis de Al-Nusra un incident aussi chimique qui a fait que la commission a été détournée de son chemin vers Khan al-Assal, qui a été donc utilisé à Douma pour vérifier qu'il y a eu effectivement des armes chimiques d'utiliser. Mais en aucun cas, il n'était demandé à cette commission de déterminer qui a utilisé les armes chimiques. Donc en fait, toutes ces pressions et toutes ces manigances et tous ces mensonges et toutes ces transformations des événements, la France veut aujourd'hui, elle les passe sous silence, mais elle continue à faire croire
que l'État syrien a utilisé l'arme chimique contre son peuple. Un dernier point que je voudrais aussi ajouter, par contre, les armes chimiques qui ont été utilisées par les terroristes partout dans ces endroits, ils n'ont pas été dénoncés par par la France, en fait, puisqu'on parle de la France. Oui. Bien sûr, on peut continuer étendre la France à l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Quand il s'agit de bombardements au phosphore blanc des civils et des villes de Raqqa, d'Erzur et puis Al-Mayadine et Boukamal, ce que fait aujourd'hui en continu et depuis quelques semaines les États-Unis parce que cette population a résisté, parce que la Syrie triomphe et parce qu'il y a un plan derrière la tête, peut-être qui est aussi d'épuration ethnique de cette région de la Syrie. Là, il n'y a absolument aucune dénonciation. On n'a fait même pas état des bombardements au phosphore blanc, alors que ce sont des lieux d'habitation civile qui Oui. sont bombardés. Oui. Et ce sont des écoles, ce sont des centres d'hébergement et des hôpitaux. Les hôpitaux ont été aussi bombardés au phosphore blanc. Donc, ajouter bien sûr à la destruction de tous les ponts, à Derzor, donc tout ceci, à la destruction aussi des circuits de distribution d'eau, tout ceci est passé sous silence, hein, mais ou alors on met tous ces crimes sur le dos du gouvernement syrien qui lui soutient sa population Oui. et qui envoyait pendant 3 ans, je rappelle quand même que Deir ez-Zor a été assiégé pendant 1400 jours. Oui. 1400 jours, plus que Stalingrad. Et pendant ces 1400 jours, la seule possibilité qu'ils avaient, c'est l'État syrien qui leur envoyait par parachute les vivres, Oui. les médicaments, même les livres scolaires et tout ce qui est nécessaire à la vie. Absolument. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour en terminer avec ce discours surréaliste, hein, c'est donc l'investissement, certes, l'intention d'investir donc la Syrie sur le sujet de la reconstruction, et puis évidemment la poursuite de la volonté d'un changement de direction politique, hein. C'est très clair, hein, c'est la volonté de chasser Bachar el-Assad de la présidence en prétendant tenir compte de la vie des citoyens syriens, alors que les faits sur place sont quand même clairs, hein. La population syrienne, dans sa très grande majorité, soutient son président. Absolument, absolument. Et ça a été démontré à plusieurs reprises, donc aussi bien aux élections que jusqu'à présent. Donc c'est toujours le cas. Dernier point que je voulais quand même évoquer dans cette mouvance, hein, la compagnie Lafarge, oui, qui a largement soutenu les terroristes, hein, et qui aujourd'hui l'avoue et dit qu'ils étaient obligés de donner de l'argent aux terroristes pour sauvegarder les structures. Mais je voudrais rappeler quand même que c'était Lafarge qui avait donné aussi tous les équipements aux terroristes pour creuser les tunnels et qui passent sous les villes oui, et les villages et qui aujourd'hui les dynamitent et les chargent d'explosifs quand ils s'en vont. d'accord, oui, oui, absolument. Donc là, c'est une collusion quasi certaine entre cette société et les terroristes, hein, de ce point de vue. Ah, Hein, tout à fait. pour protéger ses petits intérêts financiers, c'est un peu fort de café que de présenter ça comme étant le résultat d'un chantage, hein, quelque part. C'est comme ça que la direction de l'entreprise présente les choses, hein.
Moi, je dirais plutôt une connivence ouverte. Une connivence ouverte entre Lafarge et ses terroristes. Alors, pour la destruction. Oui. Alors justement, avant ce discours de Macron, il y a eu deux discours très importants. Il y en a un du leader du Hezbollah, mais il y a surtout celui de Bachar el-Assad. Donc vous souhaitiez en faire part. En réponse je peux dire justement par le fait que la France cherche à avoir des contrats dans la reconstruction de la Syrie, qui cherche aussi à avoir des rapports en sous-table avec la Syrie en matière de renseignement, Oui. puisque le terrorisme a touché et continue à toucher la France, puisque hier, il y a eu un attentat aussi à Marseille qui a été proclamé par Daesh. Oui, deux femmes sont donc mortes. tout ceci, c'était ce discours du président Assad était une véritable mise au point. D'abord sur la question de la reconstruction. D'abord, ne participera à la reconstruction aucun pays qui a été avec nos ennemis et qui a cherché à détruire notre pays. Donc ça, la reconstruction se fera avec nos amis, avec les amis qui nous ont soutenus pendant cette guerre atroce et qui ont soutenu notre peuple. Voilà, pendant cette guerre atroce. Donc là, c'est clair, net et précis. Je peux dire, la France peut se dire clairement qu'elle n'aura pas de part du gâteau de la reconstruction en Syrie, puisqu'elle a été la tête de pont de l'agression. Et elle l'est toujours. Même si aujourd'hui, Macron cherche à habiller cette politique d'une politique d'une forme plus soft. Oui, d'une forme abusive, ou en tout cas trompeuse humanitaire, quoi. Mais entre les lignes, on comprend bien que c'est la poursuite d'un programme colonialiste contre la Syrie. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu, on rapporte la mort d'un soldat français. Alors, on le situe à la frontière irako-syrienne. Enfin, il suffit d'être un peu attentif vis-à-vis des choses pour comprendre qu'en fait, il est probablement mort au sein de la confrontation entre, d'une part, Daesh, les forces démocratiques syriennes, et d'autre part, les forces syriennes loyalistes, hein, l'armée syrienne et les Russes. Donc, quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Je tiens à dire quand même que de toute façon, les terroristes étaient qualifiés par des révolutionnaires et démocrates par la France d'un côté. De l'autre côté, ces mêmes terroristes étaient aussi soutenus par la France. Hein, et ils ont toujours d'ailleurs en France des dizaines de manifestations dans tout le pays, des facilités pour faire des meetings, des facilités pour expliquer leur point de vue, des fêtes artistiques pour soutenir la soi-disant fameuse révolution démocratique en Syrie. Oui. Tout ceci pour cacher le jeu du terrorisme qui est soutenu et qui, sur le terrain, se manifeste par des dizaines de milliers de terroristes qui viennent envahir la Syrie. Oui. Des dizaines de milliers. Maintenant, je peux dire depuis 2 ans que la Russie, à l'appel de l'État syrien, intervient en Syrie. Il y a eu 35 000 terroristes qui ont été tués. 35 000 terroristes étrangers. Ouais. Et j'en passe et des meilleurs. D'accord ? Donc, voilà. Et dont une bonne partie qui sont français.
les terroristes français sont appelés les révolutionnaires. Bon, il y a eu, alors là aussi, on peut parler sur la volonté réelle de lutter contre le terrorisme ou pas, puisque en France déjà, l'état l'état d'urgence a été proclamé suite au premier attentat, mais les terroristes continuent, les vrais terroristes continuent à être partout comme chez eux, puisque les terroristes de Daesh, les terroristes des casques blancs, les terroristes d'Al-Nusra, ils sont partout, et la dite armée arabe, la dite armée libre, armée syrienne libre, l'ASL, là, avec le drapeau vert, ben, ils se baladent toujours ensemble et ils font tous partie du même clan. Et si on leur ajoute les casques blancs, on est au complet de l'ensemble des terroristes qui envahissent la Syrie. La dynamique voilà, sous des terroriste, aspects différents. Voilà, sous des aspects différents, sous des appellations différentes, etc. Ouais. Donc voilà, ben, la France soutient tout ça. Vous vouliez nous parler aussi du discours du leader du Hezbollah. Alors en fait, c'est le discours, il faut le replacer dans le contexte. Le contexte étant le référendum qui a eu lieu donc dans la région du Kurdistan d'Irak, hein, Oui. qui est un référendum qui pose la question sur la séparation de cette région de l'ensemble de l'Irak. Alors donc, il est clair que il y a eu un grand trafic en fait concernant les votes dans ce référendum, puisque la veille déjà, il y avait une grande partie même des Kurdes irakiens qui s'opposaient à ce référendum et qui s'opposent de fait à cette séparation. Mais d'un autre côté, donc le référendum a eu lieu avec des chiffres qui semblent être bien truqués. Et il y a eu pas mal d'événements, enfin de choses qui ont circulé sur le trucage de ces élections, enfin, de ce référendum, mais plus encore sur le fait que Israël soutenait parfaitement et continue à soutenir Barzani, et que il y a une volonté ou un projet à venir de créer un État qui est similaire à l'État d'Israël et qui est aussi de connivence avec l'État d'Israël dans le nord de l'Irak. Donc la question, c'est évoqué, c'est le partitionnement de l'Irak, c'est aussi toucher à l'intégrité de l'Irak, de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran. Ce qui a fait que l'ensemble des pays, donc l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak, se sont réunis aussi pour s'opposer à ce référendum et à s'opposer aussi à cette politique israélienne. Même Erdogan aujourd'hui, il dénonce al-Barazani comme étant un allié du Mossad israélien. Oui. Voilà, donc et qu'il a été guidé par lui. Et ça, donc dans ce contexte, hein, c'est dans ce contexte et dans le contexte de défaite de Daesh en Syrie et en Irak, hein, que Barzani agite ce référendum, oui, et agite donc une solution de partitionnement de l'Irak, alors que le partitionnement par Daesh et la destruction par Daesh a échoué et a au contraire abouti à une reconstruction de l'unité nationale irakienne dans cette lutte contre le terrorisme, et à un renforcement de l'Irak, alors que les Américains, alors qu'il a repoussé les Américains hors de ses frontières en 2012, mais là ils essayent de rentrer donc par le biais du Kurdistan et d'Israël, donc par le biais d'un partitionnement.
Oui. Comme on sait. D'ailleurs, Voilà. ça, c'est un vieux plan oui, américain, ça. C'est un vieux plan américain qui est d'ailleurs à la base de l'intervention des Américains au Moyen-Orient via les terroristes. Le partitionnement de la Syrie, de l'Irak, évidemment à terme de l'Iran également pour la neutraliser, et tout ça dans le sens de protéger Et Israël. de l'Arabie Saoudite aussi Voilà, qui vient. exactement, exactement. Tout ça, en fait, c'est Tout à réactivé fait. suite à la victoire écrasante de l'armée syrienne à des ressorts en particulier. Hein. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, c'est la réponse. C'est ce que je disais. C'est la réponse à la défaite de Oui. Daesh. C'est un plan alternatif pour les Américains pour diviser encore les pays de la région. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la bagarre, en fait, entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays des Émirats Arabes Unis, etc., concernant le soutien au terrorisme, concernant qui a été aussi provoqué par les Américains et qui a été ordonné, je peux dire, ou demandé, exigé par les Américains donc à l'Arabie Saoudite. Donc là aussi, on fait partie de ce plan de partitionnement. L'Arabie Saoudite est particulièrement exposée. D'ailleurs, c'est ce que justement le président Samahat el-Sheikh Nasrallah, président du Hezbollah, a dit, et pour ouvrir les yeux à l'Arabie Saoudite, aux Saoudiens, c'est que de toute façon, il ne faut pas qu'ils se croient à l'abri parce qu'ils sont les premiers à être menacés de partitionnement. Il faudrait aussi que Israël ne dorme pas trop sur ses deux oreilles en se disant je suis ami avec les Américains, comme les Américains lâchent toujours leurs alliés, Oui. et que s'ils s'embarquent dans un plan d'agression comme ils le font, puisque c'est eux qui sont aujourd'hui qui soutiennent Al-Nusra dans le sud de la Syrie à partir du moment où la chambre MOC a arrêté. En fait, le MOC, c'est la coordination des services de renseignement américains, anglais, britanniques et français qui sévissaient et qui continuent à sévir d'ailleurs en Jordanie. Oui. Mais ils ont cessé en fait puisqu'ils ont laissé tomber Al-Nusra. Et ben voilà que Israël soutient Al-Nusra dans le sud de la Syrie. Donc en fait, le discours du Samahat Sheikh Nasrallah, c'est aussi, il s'adresse à Israël, comme quoi ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent et dans quel risque ils prennent lorsqu'ils agressent la Syrie ou ils agressent le Liban. C'est là qu'il a dit que de toute façon, toutes les parties de la Palestine occupée sont sous nos feux. Oui. Et puis, il demande aussi aux Juifs, il dit clairement, nous ne sommes pas contre les Juifs, nous n'avons rien à voir. Au contraire, nous les respectons. Les Juifs sont des croyants. Nous les respectons, mais nous sommes contre les sionistes qui déjà utilisent les Juifs comme bûche dans leur guerre oui. d'intérêt oui. et qui utilisent aussi beaucoup d'autres peuples comme bûche dans cette guerre. Donc en fait, nous demandons à tous ceux qui sont venus en Palestine occupée, donc de retourner dans leur pays, parce que si la guerre éclate, ils n'auront même pas le temps de partir et ça sera trop tard pour eux. Absolument. Donc en fait, c'est une comment dire, pardon? Une mise en garde. C'est une mise en garde réelle, exactement. Pour que les Israéliens
quitte et pour qu'il fasse pression aussi sur le gouvernement de Netanyahou, qui mène une politique folle d'escalade vers la guerre dans la région et qui cherche par tous les moyens à impliquer aussi les États-Unis dans une guerre avec la Russie dans la région. Oui. Donc en fait, tout ceci est très lié. Et voilà, donc on voit les risques importants d'une escalade dans la région et l'éclatement en fait d'une véritable guerre mondiale. Enfin, une guerre elle est déjà, je peux dire, mondiale, mais entre les deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, qui puisse éclater en Syrie. Donc à cause de ces manigances de Netanyahou et de la politique folle américaine de Trump. C'est ça. Donc voilà. Et spécialement en ce moment à Deir ez-Zor. Mais avant d'évoquer ce qui se passe à Deir ez-Zor, justement, avec ce risque d'escalade gravissime avec en débouché une guerre mondiale, je voudrais en tout cas clore le chapitre sur le référendum trafiqué au Kurdistan irakien. Vous avez une compatriote qui s'appelle Syria Girl, qui avait un compte sur Facebook et qui, curieusement, a vu son compte sauter, hein, c'est-à-dire désactivé après 5 années d'activité et 75 000 abonnés. Donc curieusement, au moment où elle montrait des images de quelqu'un qui avait montré à quel point le référendum était totalement pipé, hein, je crois qu'il avait montré qu'on pouvait effectivement remplir plusieurs bulletins en étant une seule personne, etc. Et la deuxième chose, et je vous laisserai commenter après si vous le souhaitez bien entendu, la deuxième chose, c'est que ce référendum a été effectivement, comme vous l'avez évoqué, assez énergiquement rejeté par la Turquie, pour des raisons qu'on devine évidemment, et également par l'Iran et évidemment par l'Irak. Alors ça a des conséquences très importantes parce que c'est peut-être la dernière carte israélo-américaine pour tenter une dernière fois de déstabiliser le Moyen-Orient et de le partitionner, que de lancer donc cette carte du référendum kurde, alors que maintenant l'Irak, l'Iran, la Turquie se sont manifestement ligués pour créer ce qu'on appelle un blocus aérien, un blocus pétrolier du Kurdistan irakien, c'est-à-dire que Barzani a joué une carte qui désormais se retourne contre lui, puisque ces sources financières que sont le pétrole risquent très clairement de se tarir, puisque la Turquie a décidé de bloquer l'acheminement du pétrole jusqu'à son port principal du sud, qui permettait donc d'enrichir le projet de Kurdistan indépendant, et puis un blocus aérien où aucune liaison internationale ne pourra passer par les trois pays, sachant qu'il n'y a pas d'autre solution pour le Kurdistan irakien de passer par un de ces trois pays pour aller dans les autres, hein, sur le plan aérien. Donc on a clairement ici une situation d'échec total qui se profile, vu la décision des trois pays qui entourent le Kurdistan irakien que de créer ce blocus qui est une réaction face à cette imposture de référendum, hein, comme vous disiez, apparemment rejetée par beaucoup de Kurdes irakiens. Tout à fait, par des Kurdes irakiens, syriens et iraniens aussi, tout à fait. Et turcs, je ne sais pas, on ne les a pas entendus. Mais effectivement, je crois que vous avez suffisamment bien décrit la situation, je n'ai pas ajouté grand-chose là-dessus, sauf le fait que, effectivement, ça arrive au moment de la victoire de la Syrie et de l'Irak
contre les terroristes. Oui. À un moment aussi où l'armée syrienne et l'armée irakienne ont uni leurs efforts et ont coordonné, je peux dire, leurs efforts pour la libération de Mossoul. Et puis là, Tel Afar et Al-Anbar, en fait, qui se libèrent aussi parce que l'armée irakienne, Al-Hashd al-Sha'bi aussi, avance ensemble aussi pour la libération de ces parties de l'Irak. Donc, et qui viennent aussi rejoindre l'armée syrienne du côté de la frontière syrienne. Ceci déplaît très profondément aux Américains. Et je rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs bombardements de l'armée syrienne qui ont été opérés par les Américains pour l'empêcher de rejoindre la frontière avec l'Irak. Vous vous rappelez les bombardements à Al-Tanf. Oui. Et plus haut aussi, actuellement dans l'est de Deir ez-Zor, c'est exactement le même phénomène qui se fait. Ils bombardent, ils sont en train de bombarder la population civile. Ils bombardent de manière complètement arbitraire et complètement catastrophique tout ce qui vit, tout ce qui bouge, avec du phosphore blanc. Là-dessus, d'ailleurs, les humanistes, les humanitaires, les droits de l'homiste, comme on appelle ça, tout ça, ils n'ont plus de voix, tiens, bizarrement. Oui. Ils n'ont plus de voix lorsque ce sont les États-Unis et les Américains et les Français et les Britanniques qui bombardent. Ils sont tous sourds-muets. Oui. Sourds-muets. De la même manière, d'ailleurs, l'ONU, faut-il le remarquer, le fait de le remarquer. Donc voilà, ça c'est un point. Et dans ce contexte-là, donc une grave offensive ou un grave renouvellement de l'offensive de Daesh, donc vis-à-vis contre l'armée syrienne à Deir ez-Zor, aussi sur le chemin qui relie Deir ez-Zor à Al-Mayadin, le chemin qui relie Deir ez-Zor à Raqqa, aussi dans les faubourgs de Hama et les faubourgs de Homs, et pire encore, aujourd'hui, encore à Damas, une grosse explosion, une voiture piégée de Daesh, donc, ou Al-Nosra, peu importe, voiture piégée qui explose devant le commissariat de Al-Maïdan, un quartier qui est très populaire et très, comment dire, très, toujours plein de monde, etc. Vivant, très vivant. Donc, très vivant, absolument. Donc, qui a explosé. Donc, la voiture piégée explose. Deux terroristes vont vers le commissariat pour se faire exploser. Un se fait exploser dehors, un se fait exploser à l'intérieur du commissariat. Donc un vrai carnage. On ne connaît pas encore les résultats de cette opération qui vient d'avoir lieu. Le bilan risque juste d'être avant lourd. qu'on démarre notre site web, il y a une petite heure. Donc, oui, oui c'est voilà. très récent. Ouais, et cette offensive donc généralisée contre l'armée syrienne de toutes parts, hein, donc aussi bien de l'Est, de l'Ouest, enfin de l'Ouest, c'est de l'Est, mais aussi dans les coins, dans les secteurs d'Idlib et de Hama. Enfin, ils sont partis d'Idlib pour s'attaquer à Hama et à Homs. Se réveille aussi d'une cellule dormante de Daesh à l'intérieur de la ville de Qaryatain, qui est proche de Homs, aussi de manière conjuguée avec l'arrivée de troupes daeshiennes de l'extérieur. Enfin, c'est une... ça a fait pas mal de morts, effectivement. Il y avait une offensive aussi dans le sud de Damas hier, donc dans les faubourgs de Jobar, où aussi il y a eu... donc ils ont fait exploser un tunnel bourré d'explosifs. Hein.
juste au moment où des officiers de l'armée pensaient qu'ils l'avaient quitté, donc ils rentraient dedans et ils se sont fait tous exploser. Ils les ont tous explosés. Ah. Donc, beaucoup de dégâts, des vrais massacres hein, qui rappellent une relance de l'offensive et une relance des crimes. Bon, à l'approche d'un accord entre je peux dire, les puissances d'un accord, peut-être pas, mais au moins une réunion à Astana, 7, qui est censée avoir lieu donc bientôt, au courant de ce mois ou vers la fin de ce mois d'octobre, à laquelle se sont joints les États-Unis, la Jordanie, l'Égypte, et donc des pays, et puis peut-être la France, je crois. Donc c'est quelque chose d'important puisque comment dire, l'efficacité d'Astana, elle est sur le plan militaire, on peut dire, et sur le plan sécuritaire, si on peut dire, puisque il s'agit de faire sortir les terroristes des lieux où il y a où il y a une population, donc des villes, des lieux où il y a de la population civile, etc. Il s'agit de sécuriser ces villes par la sortie des terroristes. Je voudrais quand même dire qu'il y a encore d'autres organisations terroristes qui se sont joints à Astana, des villes, des organisations de certaines villes, notamment par exemple la ville de Rastan, qui est à côté de Homs, qui était aussi une base de Daesh, qui aujourd'hui, enfin de Daesh, qui était une base de terroristes, et là ils disent que la ville s'est jointe à Astana, comment dire, elle s'est jointe pas à Astana, mais à la baisse des tensions. Au processus de désescalade. À la processus de désescalade, merci beaucoup. Donc voilà, il y a de plus en plus de villes, de villages qui se joignent au processus de désescalade, ce qui fait que les terroristes d'Al-Nusra redoublent de violence vis-à-vis des autres. Hein. Ils s'entretuent à Idlib, ça c'est clair. À Idlib, il y a eu des organisations qui se sont jointes à la désescalade, mais Al-Nusra qui veut continuer les traitent de traîtres et donc ils se tuent, ils les tuent.